multiplier les plateaux de télé, les gars. Gabriel Attal, en ce moment, on voit quasiment que il est dans sa circonscription. Il fait le tour des plateaux. Il n'y a aucun média qui lui refuse le tapis rouge. Il est en mode, bon, je vais chez CNews, on va chez BFM, on va chez lui, on va chez... Oh mec, il est partout. Il est partout, ma gueule. À savourer illico pesto. Oh là là, illico pesto. C'est le Yonko. Et c'est donc le Premier ministre qui est l'invité de BFM Story maintenant, Monsieur Gabriel Attal. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, il a une petite mine quand même, le Gabriel. Hein. Nous allons vous interroger avec Benjamin Petite Duhamel. mine, Bonsoir hein. Benjamin. Bonsoir. Vous êtes très engagé dans cette campagne, on voit tous les jours en meeting, vous déplacez dans le pays. Et vous avez même dit aux Français, il faut me choisir dès le premier tour, choisir le Premier ministre dès le premier tour. Donc si la majorité fait un bon score, ce sera grâce à vous. Et si vous prenez une volée, ce sera la faute du président alors. Non mais l'important là c'est le pays. On voit bien qu'il y a cette élection législative qui est une élection qui effectivement vise à désigner le Premier ministre, un gouvernement, une majorité à l'Assemblée nationale. Il faut choisir le Premier ministre. C'est vous ça, personnalisez. C'est pas une élection présidentielle. Vous voulez continuer avec moi. C'est pas une élection présidentielle, c'est une élection législative. Et effectivement, l'élection législative, elle vise à constituer une majorité au Parlement et donc désigner un Premier ministre. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui trois choix, trois blocs. Vous avez d'un côté l'extrême droite, son alliance avec Jordan Bardella, l'alliance de LFI NUPES avec Jean-Luc Mélenchon, et puis moi qui mène cette majorité. Effectivement, je suis Premier ministre et je porte cette campagne. C'est quand même un détournement de la Constitution parce que les électeurs ne choisissent pas le Premier ministre, c'est le président qui nomme sous la Ve République le Premier ministre. Donc en fait, j'y vois plutôt l'idée que vous êtes en train de vous affranchir d'Emmanuel Macron. Vous dites, on a un président impopulaire et on l'a vu aux européennes, donc mon atout, c'est moi-même plutôt que le président. Non, là vous faites un peu... c'est pas un reproche, hein, mais de la politique un peu politicienne. Vous n'êtes pas en train de vous affranchir? L'important dans cette élection, encore une fois, plus que les personnes, c'est la ligne politique. Les projets, les programmes qui effectivement s'incarnent par des candidatures à la députation dans des circonscriptions. C'est quoi votre ligne politique, qui demain s'incarnent. Nous, notre ligne politique... C'est la diète? C'est l'austérité? La diète, combler les déficits? Non, notre ligne politique, c'est d'abord un attachement viscéral à notre pacte républicain et à la République. Je veux dire, derrière ça, c'est pas un slogan, c'est très concret. C'est refuser les divisions, refuser de dresser les Français les uns contre les autres, refuser les communautarismes, refuser toutes les atteintes à notre pacte républicain, le racisme et l'antisémitisme. Oui, mais la ligne politique, elle a été désavouée au précédent scrutin. Pardon, je vais au bout parce que je réponds à la question. Oui. Et ensuite, comme ta bouche, le journaliste. Un projet pour l'emploi des Français. On a le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans. Le taux de chômage des jeunes le plus bas. Oh là là, à chaque fois c'est les mêmes trucs. Le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans. Le taux de chômage chez les jeunes depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Tu vois? Vous voyez les gars? C'est un bot. Ce mec-là est un bot. Je l'ai pré-shot, gros. Ah, on est fatigué de Gabriel Attal, ce sale bot de merde. Le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. Il y a évidemment beaucoup de difficultés, il y a des Français qui souffrent. L'idée, c'est voter pour nous, on va continuer continuer à agir pour l'emploi et le travail, effectivement. Et donc pour vous, il n'y a pas eu de rejet la transition écologique, évidemment. Il y a moins de 3 semaines. On a eu une défaite aux élections. Faut que je la européennes. retienne celle-là. C'est une défaite. Voilà. La faiblesse de notre score est une défaite aux élections européennes. C'était une élection qui concernait l'Europe, mais évidemment... que les Français ont adressé un message aussi national. D'ailleurs, les oppositions avaient tout fait pour nationaliser cette élection. Et donc, évidemment qu'on en tient compte. Évidemment qu'on en tient compte. Évidemment qu'est-ce que vous avez changé dans votre programme? En même temps, c'est normal, s'il radie tout le monde des pôles emploi, que le taux de chômage il est bas. En plus, il y a beaucoup d'emplois précaires, les mecs, genre les emplois, ils appellent ça l'ubérisation des emplois. Et quand t'es, par exemple... Bon, vous savez que les chauffeurs-livreurs, bon, c'est un peu compliqué. Pareil pour les chauffeurs Uber Eats. Mec, ils sont quand même pas enregistrés chez Pôle emploi. Alors que, tu peux pas vivre à temps plein de cette activité. À moins que tu fasses énormément de livraisons par jour pour espérer dégager un SMIC par mois. C'est compliqué. Donc, c'est pour ça que le taux de chômage, il est assez bas. C'est qu'il y a beaucoup d'emplois précaires où l'employé n'est même pas comptabilisé comme un chercheur d'emploi, quoi. Chercheur d'emploi, ça se dit? Ouais, en recherche d'emploi, du moins. Chercheur, ça fait un peu... chercheur d'or. Alors évidemment que quoi qu'il arrive, les choses seront différentes. Il y aura un avant et un après. Quoi précisément, concrètement? Donc là, t'es mal le dernier tweet de Serfia sur 1 heure sur Cyril Hanouna. Attendez, je regarde. Quelle est la leçon que vous tirez des européennes dans votre ligne politique? Parce que si vous dites on fait pareil, vous aurez le même score qu'aux européennes, donc qu'est-ce qui fait la différence? J'ai annoncé et j'ai proposé une accélération sur un certain nombre de chantiers.
notamment sur la question du pouvoir d'achat. On y reviendra peut-être dans l'échange, avec des propositions, des mesures très concrètes pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Je peux vous donner quelques exemples. Je pense qu'il y a des retraités qui nous regardent. J'ai annoncé que désormais, systématiquement, et ce serait une garantie pour l'avenir, les retraites seront indexées sur l'inflation, alors même qu'on a connu dans le passé un certain nombre d'années où elles ne l'avaient pas été. Première chose. Il y a probablement des familles qui nous regardent. J'ai annoncé qu'à l'hiver prochain, il y aurait une baisse de 15% de la facture d'électricité. C'est 200 € d'économie en moyenne sur la facture. Il y a probablement des personnes qui travaillent, des salariés qui nous regardent. J'ai annoncé que la prime pouvoir d'achat qui a été versée l'année dernière à 6 millions de salariés par des entreprises, qui est aujourd'hui plafonné à 3 000 € sur l'année. On allait remonter le plafond à 10 000 € sur l'année et on allait donner la possibilité de mensualiser. J'ai annoncé que dans le prochain budget, si les candidats Ensemble pour la République ont une majorité et qu'on a la responsabilité de ce budget, il y aura une mesure pour désmicardiser, c'est-à-dire libérer les augmentations de salaire au-dessus du SMIC. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour une entreprise, un patron qui veut augmenter un salarié qui est au SMIC de 100 €, il doit débourser presque 500 €. Et c'est ça qu'on veut changer, et c'est ça qu'on va changer si les Français nous font confiance. Donc cette question du pouvoir d'achat. Mais vous avez eu 7 ans pour le faire, mesdames et messieurs. 7 ans pour le faire, et c'est maintenant que vous envoyez des cadeaux électoraux à vos futurs électeurs. Les Français, ne tombez pas dans son piège, les gars, ne votez pas pour eux. Ne votez pas pour eux, ils avaient 7 ans, les amis, c'est trop tard maintenant. C'est que du venin qui sort de sa bouche, exactement, gros. La question de la sécurité, évidemment. D'accord. On va revenir sur ces éléments de programme. Juste, je rebondis sur ce qui était dit il y a un instant sur votre volonté d'autonomisation. Moi, je vous ai entendu pendant plusieurs mois, depuis que vous avez été nommé à Matignon, dire que vous expliquiez que vous deviez tout au président de la République. Samedi soir, je vous entends dire « je suis libre ». C'était chez nos confrères de France 2. Là, vous dites « choisissez-moi comme Premier ministre ». Donc, il y a bien une façon d'essayer de s'émanciper de la part d'une forme de tutelle du président de la République. Mais c'est la première fois depuis plus de 25 ans que les Français vont indirectement choisir un Premier ministre. C'est la première fois depuis 25 ans. La dernière dissolution, c'était en 97. 97, c'est à longtemps. Nécessairement, quel que soit le camp qui sera élu, il y un un avant et un après. Et vous êtes sûr d'être Premier ministre au lendemain du 7 juillet si jamais vous gagnez les élections? Vous avez cette garantie? Ça nous rapproche quelque part un peu des régimes parlementaires. En tout cas, le poids du... C'est vrai que c'est une question qui me turlupine en vrai. Dans l'hypothèse, bon, les mecs, il y a vraiment 1% de chance que ça passe. Hein. Dans l'hypothèse de la majorité présidentielle à la majorité absolue, est-ce que Gabriel Attal, son siège, il sera conforté ou pas? C'est ça la question. J'avoue que Macron, il peut très bien dire merci pour la majorité, mais arrache ta merde de là. Hein. Il y a un monde, hein. Mais il y a vraiment 1%, les mecs. C'est vraiment le 1%. Il y a 1% de chance que ça se produise. Parlement qu'on a connu au Parlement la 4e ces dernières... Non, pas sous du la tout. 5e. Le poids du Parlement qu'on a connu ces 2 dernières années, je le crois très profondément, continuera dans les années à venir. Et vous êtes sûr d'être nommé à Matignon au lendemain du 7 juillet? Je vais vous dire, je mène cette campagne. Je mène cette campagne avec nos candidats. J'ai présenté ce matin le programme. Je me bats tous les jours sur le terrain, aux côtés de nos candidats. J'étais dans le Pas-de-Calais, en Loire-Atlantique, en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, dans l'Orne, dans la Sarthe. Je serai dans les prochains jours dans d'autres départements. Donc le président sera tenu de vous nommer au lendemain du 7 juillet si vous gagnez cette élection. Encore une fois, il y a les personnes et puis il y a le programme, il y a l'importance. Vous dites votez pour moi pour que je sois Quand vous avez une... Premier ministre, que je reste à Matignon. Quand vous avez des élections législatives comme celles qui sont organisées aujourd'hui, c'est-à-dire non pas juste après une élection présidentielle, forcément, si vous menez une campagne et que les candidats que vous présentez ont une majorité, ça met du vent dans les voiles, bien sûr. Mais je vais vous dire encore une fois... Et donc pour moi aussi. Non, mais c'est intéressant parce que vous dites vous-même qu'on gouverne différemment, que l'Assemblée ne ressemble pas à celle qui était auparavant sous la Ve République. Ça veut dire que vous serez, si vous gagnez, un Premier ministre renforcé, dans un rapport de force peut-être différent avec le président de la République. Est-ce qu'on va assister à une cohabitation, dans la même majorité? Ça n'a aucun sens. Mais moi, encore une fois... Ah si, ça a un sens. Je pense que ces sujets-là... Une cohabitation dans la majorité? Qu'est-ce qu'il raconte le journaliste? Vraiment, c'est grave. Hein. Oh là 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 là. Intéresse moins les Français que ce qui va se passer concrètement pour eux dans leur vie. Voilà. Chaud chez moi, là. Je le dis ici, et c'est pas que moi qui le dis d'ailleurs. Si les extrêmes venaient à gagner ces élections, ce serait une catastrophe pour la vie des Français. C'est pas moi qui le dis, c'est les représentants des entreprises. Vous avez entendu la FEP, qui est l'association des grandes entreprises françaises, 2 millions de salariés. Ils prennent très rarement la parole dans des débats électoraux. La CPME, qui représente les patrons de PME, petites et moyennes entreprises, qui maillent tout le territoire français. Ils prennent très peu la parole dans des débats politiques. Tous les deux ont dit, si les extrêmes gagnent ces élections,
ça enverrait la France dans le mur. Vous mettez les deux extrêmes sur le même plan, enfin, autant l'extrême droite que l'extrême gauche. Je vois sur le volet économique, je vois 2 projets qui proposent de dépenser massivement plusieurs centaines de milliards d'euros supplémentaires. Mais vous avez fait la même chose aussi, vous avez dépensé beaucoup d'argent vous aussi, putain. Pour l'un, sans dire comment il le finance, ce qui veut dire nécessairement une augmentation d'impôts. C'est le Rassemblement National ou... Et pour l'autre, en assumant pour le coup plus... Non, je me fais pas chier les mecs, j'adore arriver sur le live de Dofla. Non, j'adore arriver sur le live pour voir Dofla se faire chier en regardant ces débiles. Non, honnêtement les gars, je me fais pas chier. Je vous le dis très honnêtement, je me fais pas chier. J'écoute ce mec soporifique, mais pas... il m'endort pas. Mais c'est tout le temps les mêmes cadeaux électoraux, encore et encore. Ça envoie les extrêmes dos à dos, etc. Alors que ils ont autant dépensé de l'argent que ce que compte faire le RN ou bien le nouveau Front Populaire. Excusez-moi les gars, Macron il a le droit de dépenser son argent, ok, mais le nouveau Front Populaire a aussi le droit de dépenser de l'argent pour espérer relancer la machine économique et sociale. Donc désolé, mais les dépenses ne sont pas réservées uniquement sur le camp du président, quoi. Enfin, chacun a son programme et on verra qui va ruiner la France. On verra qui va ruiner la France. Ça se trouve, le programme du NFP ne va pas envoyer la France dans le mur. On n'en sait rien, on n'a pas testé. Clairement, par contre, tester le RN, non merci. Augmentation d'impôts, puisque la NUPES annonce 50 milliards de hausse d'impôts dès cet été. Et ensuite d'autres hausses d'impôts dans le prochain budget et par la suite. Ce que vous n'expliquez pas aux Français, alors que la France vient de se faire mettre en procédure pour déficit budgétaire excessif par l'Europe, c'est comment vous allez combler les déficits, justement, on est assez clair sur ça. On fait des réformes. Le cœur de notre... Parce que vous avez annoncé de nouvelles dépenses sur le pouvoir d'achat. Tout est financé dans notre programme. On peut revenir mesure par mesure. Tout est financé dans les mesures que je viens de vous évoquer. Oui, mais c'est des dépenses supplémentaires. C'est pas des économies. Pour équilibrer les comptes publics, le cœur de la mobilisation, c'est le travail. Si on avait le même taux d'emploi que les Allemands, c'est-à-dire la même part de notre population qui travaille, on serait quasiment à 3% de déficit, on aurait beaucoup moins de problèmes pour équilibrer nos comptes. Plus vous avez de Français qui travaillent, plus vous avez de cotisations sociales qui sont versées, d'impôts qui est payé, parce qu'il y a des gens qui bossent, qui reçoivent un salaire et donc ça cotise. Et donc, pour moi... Le travail. J'ai l'impression d'avoir écouté Sarkozy, gros. J'ai l'impression qu'on écoute littéralement l'ancien président. C'est grave, le travail. Oh là là. Augmenter les impôts comme le proposent les extrêmes, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de Français qui travaillent, ce qui permet ensuite d'avoir des recettes suffisantes. Et ensuite, c'est faire des réformes. Oui. Et on me le reproche souvent dans cette campagne, je le vois chez les opposants politiques, j'assume de continuer à porter des réformes. Pas que certains dans votre camp, Gabriel Attal, auraient préféré que, par exemple, la réforme de l'assurance chômage soit repoussée, considérant que ce n'était pas forcément le meilleur élément pour faire campagne après le résultat des européennes. La différence avec les autres candidats dans cette élection, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon. Là, tu penses quoi de Nicolas Dupont-Aignan ? Nicolas Dupont-Aignan, d'extrême droite, il soutient Marine Le Pen, il a déjà soutenu auparavant Marine Le Pen, lui l'immigration, il veut drastiquement le baisser, c'est un mec très nationaliste, voilà les mecs, lui il prend son permaban, voilà. C'est que eux sont prêts à tout pour gagner une élection. Ils sont prêts à tout, c'est-à-dire d'abord à s'allier avec n'importe qui, y compris des gens avec qui ils ne sont pas d'accord et qui ne peuvent pas supporter. On entend là maintenant dans la NUPES certains parler, c'est pas un mariage d'amour, etc. Jure Trabendo, merci mon gars. Ils sont prêts à proposer n'importe quoi. Et eux pensent gagner. Vous pensez vraiment pouvoir gagner cette élection ? Je vais répondre à cette question, et eux, ils sont prêts à proposer n'importe quoi. C'est-à-dire à dire aux Français à peu près tout ce qu'ils ont envie d'entendre, tout ce qu'ils pensent qu'ils ont envie d'entendre, sans être capable d'expliquer une seule seconde comment ils le feraient. Si j'étais le premier politicien venu, si je faisais comme eux, évidemment que ce que je ferais, c'est que les réformes difficiles qui ont été engagées, je dirais parce qu'il y a une élection, non, vous inquiétez pas, on va pas la faire, ou alors on va la reporter. Non, la différence entre eux et nous, c'est qu'avec nous, les choses sont claires. Voilà. On peut nous aimer, on peut ne pas nous aimer. On peut considérer il y a des choses qu'on n'a pas bien faites, et je le confirme, on a fait des erreurs, il y a des choses qu'on n'a pas bien faites. Mais au moins, c'est clair. Quand on dit qu'on n'augmentera pas les impôts, c'est clair, et les Français peuvent nous faire confiance pour ça. On ne les a pas augmentés depuis 2017. Ce discours de sérieux par rapport aux autres qui seraient dans des programmes dépensiers farfelus, il est difficile à tenir puisque nos finances publiques actuellement sont en très mauvaise santé. Et on se pose la question finalement, avez-vous bien géré la France depuis 7 ans ? Écoutez, c'est assez facile aujourd'hui de nous reprocher d'avoir mis en place le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, qui a permis aux Français d'avoir le chômage partiel et de garder leur emploi, aux entreprises de survivre et d'éviter la faillite grâce au PGE. Il y a d'autres pays qui ont aidé les économies et qui ne sont pas dans la même situation que nous en termes de finances publiques. Mais moins que nous, mais encore une fois, je ne le remets pas en cause, je l'assume. Pendant la crise de l'inflation, on a mis en place un bouclier tarifaire, ça a été suffisamment dit sur vos plateaux. On n'a pas trop dépensé. Ça a été dit sur vos plateaux.
le niveau d'inflation en France par rapport aux autres pays européens était quand même plus faible. Alors c'est toujours trop pour les Français, et encore une fois je l'entends, c'est dur de boucler les fins de mois pour les Français, mais on a assumé ces dépenses. Maintenant, je le dis ici, c'est terminé. Vous parliez de la procédure pour déficit excessif de Bruxelles. Enclenchée par l'Europe. En 2017, quand on a été élu, la France était dans cette procédure pour déficit excessif. On l'en a sorti en 2018 en faisant des réformes. On y est retourné parce qu'il y a eu les crises et qu'on a dépensé. Mais on a une trajectoire qui nous permet de revenir sous les 3% de déficit en 2027. Mais il est con quoi, le journaliste à côté là, il vient de te dire que malgré les dépenses à cause du Covid et de l'inflation, des autres pays pour supporter on va dire le chômage etc, il n'y a pas eu de procédure parce qu'il y a eu des déficits excessifs, sauf en France. Donc il y a quelque chose qui cloche les mecs. Il y a eu quelque chose qui clochait, genre, il y a eu un problème. Il y a eu un problème, genre. À travers des réformes. Les crises, non mais je pense qu'ils parlent du Covid et de l'inflation, les mecs liés à la guerre en Ukraine. Donc je pense qu'ils parlent de ça. Il n'y a que 7 pays concernés. J'aurais bien aimé les trouver, moi. Attends, je vais regarder les 7 pays concernés par cette procédure. J'ai évoqué des exemples de réformes là, sociales. Réforme du millefeuille territorial. Je le dis ici, oui. Si les Français nous font confiance, on fera une réforme qui fera suite au rapport qui a été remis par Éric Woerth et Boris Ravignon pour faire des économies, réduire ce qu'on appelle le millefeuille administratif. On va continuer à lutter contre la fraude. L'an dernier, année record en termes de lutte contre la fraude, 17 milliards d'euros. C'était jamais arrivé parce que j'ai présenté un plan avec des mesures très fortes sur le sujet. On va continuer là-dessus. Gabriel Attal, juste pardon, je pense à ceux qui nous regardent là et au fond vous égrenez tout. 17 milliards. Alors il y a la Belgique, l'Italie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovaquie et France. Ils ont dépassé l'an dernier la limite des 3% du PIB pour les déficits publics fixés par le pacte de stabilité. L'an passé, la France a affiché un déficit de 5,5%. Non, mes amis belges. Force à vous, mes amis belges. On est ensemble, mes amis belges. Vous êtes dans la merde, vous aussi. Vous êtes en procédure. Ah là 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 là. Une série de réformes. Sans la moindre rupture par rapport à ce que vous faisiez auparavant. Les Français vous ont sanctionné au moment des européennes. Pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, le 30 juin et 7 juillet, les Français se diraient « Ah bah, on était opposés, ou du moins on a envoyé une sanction au gouvernement, mais là, finalement, on continue avec exactement la même feuille de route. » Je viens de vous dire à l'instant qu'on a eu une défaite aux élections européennes et que, évidemment, j'en suis lucide et j'en tiens compte. Sur le fond, j'ai dit on va plus loin que ce qui était prévu sur la question du pouvoir d'achat. Plus loin que ce qui était prévu sur la sécurité. Là aussi, j'ai fait des annonces, on peut y revenir, notamment sur la lutte contre la délinquance des mineurs. Et ensuite, évidemment, qu'en termes de méthode, il faudra associer davantage, chercher des coalitions, y compris des coalitions avec les Français. Je pense que c'est aussi ça le message qui a été envoyé. Mais avançons un peu. On vient de connaître un drame absolu, le calvaire vécu par cette jeune adolescente de 12 ans, victime d'un le changement de sujet, putain. Viol collectif. Et on lui a reproché d'être juive. Donc il y a à la fois l'agression sexuelle insoutenable et l'antisémitisme qui se manifeste. Et ce sont des gamins, d'autres gamins qui ont fait ce crime. L'antisémitisme ne cesse de progresser. Est-ce que c'est un échec pour vous? D'abord, je veux redire mon soutien et ma solidarité Bonne question, ça. à l'égard de cette jeune fille, de ses parents, de ses proches et de ses amis. C'est absolument atroce ce qui s'est passé. Et les auteurs ont été interpellés et mis en détention. Et évidemment, on souhaite tous que la justice... Ils vont prendre tellement cher pour l'exemple aussi, les mecs, les deux imbéciles là qui ont fait des dingueries comme ça. Les punissent très sévèrement. Non, ensuite, Double Six, j'ai pas vu. On le voit depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a repris une vigueur en France et ailleurs, dans d'autres pays également. Et moi, ma conviction, c'est que les responsables politiques doivent toujours placer des digues face à l'antisémitisme, au racisme, à l'homophobie. Or, je constate que ça n'est pas le cas dans toutes les familles politiques. Lesquelles ? Et je le déplore. Encore une fois, moi, j'ai vu les condamnations. Évidemment que les responsables politiques condamnent tous ce qui s'est passé à Courbevoie, et tant mieux. Et je veux dire, on n'attendrait pas autre chose. Mais à un moment, les condamnations a posteriori, c'est important. Mais en fait, c'est une lutte qui doit être permanente. Il y a une forme d'hypocrisie de la part de certaines. Non, c'est pas ce que je dis. Encore une fois, tout le monde, personne peut considérer que c'est pas grave ce qui s'est passé. Mais encore une fois, les condamnations a posteriori sont importantes. Mais c'est important de mener ce combat concrètement, tout le temps et toujours. Selon vous, il y a des familles politiques qui favorisent ce climat antisémite? En tout cas, il y a des familles politiques. Il y a les familles politiques qui ne mettent pas les digues que nous mettons. Lesquelles? L'antisémitisme a ses candidats dans ces élections législatives. Qui sont-ils? On le voit à l'extrême gauche avec la France insoumise, avec des candidats qui ont été investis, qui ont
tenu des propos qui ont contribué à ce climat et à cette forme de banalisation. Ils n'ont pas été condamnés pour antisémitisme. Non, vous en avez qui sont poursuivis. Une interprétation. Vous en avez qui sont poursuivis pour apologie du terrorisme, qui instaurent ce climat-là. Vous en avez à l'extrême droite aussi. Hier, on a vu 2 candidats investis par le Rassemblement national. Ils ont été évincés. Ils se présenteront le jour du scrutin sous l'étiquette Rassemblement national. Sur leur bulletin de vote, il y a écrit Rassemblement national. Leurs résultats, les voix qu'ils recevront seront comptabilisés dans les voix du Rassemblement national. Voilà. Donc le Rassemblement national n'est pas un vote de protection pour les Juifs, parce qu'on a entendu aussi Serge Klarsfeld dire que dans le cas d'un second tour, s'il a le choix entre un insoumis et un candidat Rassemblement national, il choisit le candidat Rassemblement national. C'est terrible, mais c'est hélas les ambiguïtés, ou plus que ça, de la France insoumise qui contribuent à ce climat. Il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon affirmait que l'antisémitisme est, je cite, résiduel en France. Comment on peut dire qu'il est résiduel alors que depuis le 7 octobre, il a repris une vigueur comme jamais. Mais je vais vous dire, moi, ça me rend triste. On t'avoue, hein, vraiment. On t'avoue, exactement le chat, c'est exactement les gars. On t'avoue. C'était résiduel dans le sens qui persiste, qui est toujours là, qui est toujours présent. Vraiment, honte à eux. Honte à eux, les mecs. Honte à ces journalistes. Honte à ces hommes politiques qui disent n'importe quoi, qui traduisent n'importe comment les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui diffament. Vraiment la honte. C'est la honte. Ça me rend triste parce que je viens de la gauche, je viens du Parti socialiste. Et parce que la gauche, elle s'est toujours précisément battue contre le racisme, contre l'antisémitisme. Elle a toujours été dans le camp de ceux qui défendent l'universalisme. Et qu'à cause de la France... Les gars, j'ai convaincu quelqu'un. En plus, il s'est abonné. Les gars, j'ai convaincu quelqu'un. Dofla, je peux enfin voir tes lives. J'en ai marre des rediffusions. D'ailleurs, tu m'as convaincu d'aller voter pour le... Attends, c'est qui le bon camp? Dis-moi que le bon camp, c'est le nouveau Front Populaire quand même, hein. Attention, hein. Attention, hein. Scénario, c'est quoi ce lien que tu m'as envoyé? Ouais, j'ai vu le papier hier, mais j'en ai déjà parlé. Insoumise, hélas, c'est en train de dériver. Et moi, ça me rend tellement triste d'entendre des Français de confession juive dire si la... Le bon camp, c'est Zemmour. Ça, c'est ban, ça, les mecs, hein. Je vous ai dit, là, je me prends pas la tête, les mecs. Ça, c'est ban, ça, hein. Ça, c'est perma-ban, les mecs, hein. NUPES gagne. Ça, c'est perma, ça. Hein. Parce que la gauche, c'est pas ça. Populaire, oui. La gauche, c'est pas ça. Et voilà, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un ressaisissement. Et notamment... à gauche, il y a cette alliance qui a été faite avec la France insoumise. Elle est contre nature, à gauche. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous en avez qui s'en sont désolidarisés. Regardez Jérôme Guedj, qui était élu de la NUPES. Waouh, Jérôme Guedj, le mec qui est tout le temps chez CNews, hein. Putain, waouh. On s'est désolidarisé de Jérôme Guedj. Oh là là. Il a refusé d'être dans la NUPES. Oh là là. Précisément parce qu'il y a la France insoumise qui contribue à ce climat-là. Le Parti socialiste est dans cet accord, les écologistes. Oui, mais je le déplore. François Hollande. François Hollande défend ce nouveau Front Populaire, même s'il émet des réserves. Maintenant, il dit c'est pas un mariage d'amour, il essaye de reculer. Mais moi, je crois pas que les électeurs d'une gauche, ils sont nombreux, social-démocrates, attachés aux valeurs de la République, se retrouvent derrière cet accord et cette alliance. Et malheureusement, à cause de la France insoumise, la gauche est en train de passer de j'accuse au banc des accusés sur la question de l'antisémitisme. Et ça me rend d'une infinie tristesse. Et donc... arrête, mais là, il est dans la stratégie, les mecs. Là, il essaie de dire que la gauche, c'est vraiment de la merde. Ils auraient jamais dû s'allier avec la France insoumise. Ça sert à rien, cette alliance. Votez pour nous. Il s'en sort comme il peut, les mecs, hein. C'est grave de diffamer comme ça, exactement. J'espère que les téléspectateurs ne sont pas dupes. J'espère qu'ils ne sont pas idiots. Il faut sanctionner le gouvernement de Macron. Là, ils sont en train d'abattre toutes leurs cartes pour insulter la France insoumise, insulter l'Alliance, décrédibiliser aussi les personnes qui se sont alliées à la France insoumise. Donc, on peut ne pas aimer Fabien Roussel, mais ça décrédibilise Fabien Roussel, les Glucksmann, les Ruffin, les François Hollande. Vous savez, les mecs, que je les portais pas dans mon cœur, mais de les voir se faire traîner dans la boue comme ça, c'est pas drôle. C'est pas drôle de se faire traîner dans la boue comme ça par les mecs de la majorité. Ils essaient de créer des alliances, mais comme il n'y a pas d'alliés, ils ne savent pas avec qui s'allier. Vous voyez ce que je veux dire, les mecs? Donc, comme ils n'ont pas d'alliés, leur seule carte possible, leur seule arme possible, c'est de diffamer, c'est d'insulter, et ceci, et cela. C'est triste quand même, hein. Vraiment, on a une campagne, la campagne, elle est vraiment courte, mais elle est indigeste. Je vous jure, les mecs, c'est indigeste d'écouter ces imbéciles, hein. C'est indigeste. Donc, moi, j'appelle un ressaisissement. Sortez-les, ces candidats qui ont tenu ces propos. Sortez-les de l'Alliance, ou alors sortez de l'Alliance. Regardez ce qui vient de se passer au Royaume-Uni. Il y a eu un problème avec la gauche au Royaume-Uni à cause de Jeremy Corbyn.
avec le leader de cette gauche. Avec de très fortes ambiguïtés vis-à-vis de l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont sorti. Ils ont refusé de le réinvestir et ils sont en train de sortir ses proches. Mais ils ont clarifié. Il faut sortir Jean-Luc Mélenchon. Ils ont clarifié. Il faut sortir Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a souvent été présenté. Corbyn était présenté comme le Mélenchon anglais. Moi, en tout cas, au moment où il y a eu cet accord qui a été signé, j'ai eu l'occasion de le dire. Que je ne comprenais pas, que ça me rendait triste de voir ceux qui sont les héritiers de la laïcité d'Aristide Briand se retrouver avec ceux qui défendent le communautarisme. Attendez, juste, Gabriel Attal, vous rappeliez il y a un instant que vous veniez du Parti Socialiste. Ça veut dire que donc là, on voit une très sévère charge contre le Front Populaire. Ça veut dire que vous renvoyez dos à dos, toujours, les extrêmes, ce que vous appelez l'extrême droite, et ce que vous appelez l'extrême gauche. Pour vous, il n'y a pas de différence entre les deux? Moi, je me bats contre tous ceux qui carburent à la division, à la stigmatisation, qui attisent les peurs et qui attisent les haines. Voilà. Il y en a à l'extrême droite. Il y en a à l'extrême gauche. Et ce que je suis en train de vous dire... pas chez vous, Jean, pas chez vous. Moi, ce qui m'importe, c'est avant tout les électeurs. Et qu'il y a de très nombreux électeurs de gauche qui ne se retrouvent pas dans les positions de la France insoumise. Oui, mais Gabriel Attal, il y a aussi des électeurs qui, dans des seconds tours entre le Front Populaire et le Rassemblement National, peut-être certains de vos électeurs qui attendront des consignes de vote le 30 juin au soir. Vous leur direz quoi? Au fond... Qu'est-ce que je vous ai dit, les mecs? Qu'est-ce que je vous ai dit? Les gars, je vous ai dit que le climax, c'est l'entre-deux tours. Est-ce qu'il va déjà répondre à ça, plus ou moins? Est-ce qu'il va répondre à ça? Faites ce que vous voulez, ne choisissez pas. Il n'y a plus de... Le barrage au RN, ça n'existe plus dans votre discours. Je vois bien que cette question, qui est une question importante, est-ce qu'il va répondre? La question favorite sur les plateaux de télévision et des journalistes. Le 7 juillet. Mais vous avez raison de parler au futur. Une question, elle se pose quand elle doit se poser. Et moi, ce pourquoi je me bats, et c'est ce que je suis en train de constater sur le terrain, c'est précisément pour que les Français n'aient pas à faire ce choix. Parce que les candidats Ensemble pour la République seront présents au deuxième tour pour représenter les mais certains de vos ministres ont répondu à cette question. Gérald Darmanin a dit qu'il ne ferait pas de choix entre un candidat insoumis ou un candidat Rassemblement National. C'est le cas également d'Olivia Grégoire. Et vous, si vous aviez à faire ce choix? Il fait pas le choix? Attends. Il fait pas le choix. Darmanin, il a dit ça, donc Darmanin, il ne votera pas. Darmanin ne votera pas. Mais chacun fait comme il veut. Mais vous, Gabriel Attal. Moi, je suis Premier ministre, je suis chef de cette campagne. Et ce que je vous dis, c'est que je me bats pour que nos candidats soient au deuxième tour. D'accord, mais vous êtes aussi candidat. Mais pourquoi est-ce que vous cherchez? Moi, je vois qu'il y a une volonté, on le voit dans une forme de système médiatique, de donner l'impression qu'il y aurait le choix qu'entre deux blocs. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas le cas. Je vous ai dit tous les départements où je me suis rendu. Tous les jours, je croise des Français qui me disent on n'a pas envie de choisir entre les extrêmes. Et on veut qu'il y ait une autre... Je repose la question différemment. Regardez les sondages des derniers jours. On est le bloc qui a la plus grande progression depuis les élections européennes. 8 points. Arrêtez d'être délu. Putain, il n'y a que 2 blocs, vous êtes finis. Voilà, dis-leur Zach, c'est fini. Il y a 2 blocs, c'est fini. Putain, c'est fini. Et même si ils auront des députés, il n'y aura pas de majorité relative ni absolue. La France est trop disloquée en 3 blocs, justement. On peut rester basé sur les 3 blocs si vous voulez, s'il n'y a pas de problème. Mais il sait très bien qu'il n'aura pas du tout la majorité absolue. Il le sait. C'est pitoyable d'être délu à ce point, exactement, c'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Point de plus qu'aux élections européennes. Vous arrivez quand même derrière les 2 autres blocs. Mais d'autres blocs, Gabriel Attal, est-ce que vous faites une distinction au sein de ce nouveau Front Populaire? C'est-à-dire que, en fonction des duels qui seront proposés, vous ferez la différence entre un candidat socialiste, par exemple, et un candidat insoumis. Pour vous, c'est la même chose? Je vous dis, Olivier Truchot, je comprends, encore une fois, c'est votre droit de poser des questions. Ce que je vous dis, c'est que je me bats et que je pense qu'on est en train de réussir. Non, parce qu'on est en train de réussir à faire en sorte que cette question, elle se pose peu pour les Français. Parce qu'il y aura un candidat Ensemble pour la République au deuxième tour. Ce que je dis ensuite à un électorat de gauche qui ne veut pas de l'extrême droite, c'est que les candidats Ensemble pour la République sont le meilleur barrage. Attendez, vous allez encore dire que c'est une obsession des plateaux télé, mais malgré tout, dans l'entre-deux tours en 2022, le président de la République face à Marine Le Pen avait lancé un appel aux électeurs de gauche, en d'ailleurs gauchisant son discours, en parlant d'écologie, en expliquant au fond, voilà, en appelant à faire barrage ces électeurs-là qui se sont portés sur Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Vous oubliez tout ce qui s'est passé en disant, au fond, on renvoie dos à dos les deux. Mais je ne parle pas des électeurs, moi. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Je parle des appareils politiques, des partis et des responsables politiques. Et précisément, quand je parle aux électeurs... Et donc, vous ne faites aucune différence entre le Rassemblement National et le nouveau Front Populaire. Je parle aux électeurs. Et oui, il y a des électeurs d'une gauche social-démocrate exemplaire sur les valeurs républicaines qui ne se retrouvent pas dans l'alliance menée par la France insoumise. De la même manière qu'il y a des électeurs gaullistes qui ne se retrouvent pas dans le ralliement d'Éric Ciotti au Rassemblement national. Et à tous ces électeurs,
qui ne veulent pas des extrêmes, il parle chinois, je les appelle à voter pour les candidats Ensemble pour la République dès le premier tour. Et ce que je constate en me déplaçant... Les gars, de toute façon, les mecs, ça va arriver vite, les gars, ça va arriver vite. Le 30, les masques vont tomber, je le dis plusieurs fois en stream, je vais le répéter jusqu'à la semaine prochaine. Là, on écoute un Gabriel Attal qui a de la langue de bois, qui utilise la langue de bois. Mais quand ce sera l'entre-deux tours, il ne pourra plus se cacher, les mecs. Il ne pourra plus se cacher, il y aura forcément des consignes de vote de la part de son gouvernement, de la part des ministres. Peut-être même Emmanuel Macron va ouvrir sa bouche. Il ne pourra plus se cacher, J-10. Vous le voyez pas sur le stream, attendez. Merde, il y a ma caméra. J-10. Les gars, J-10. Attal, tu ne pourras plus te cacher, Zebi. Là, c'est bien mignon, la langue de bois. Mais le 30, il n'y aura plus de langue de bois. Ah, c'est fini. Sur le terrain, en regardant les sondages, c'est que de plus en plus d'électeurs sont en train de faire ce choix-là. C'est ce qu'on me dit sur le terrain. Vous croyez à la victoire, c'est pas perdu comme ce qu'on entend quand on discute avec les uns et les autres, quand les lumières sont éteintes. Regardez, aux élections européennes, on a fait 14%. Voilà. Là, dans le sondage qui est sorti ce soir, on est à 22%. Oui, on peut montrer peut-être le sondage si on l'a. 8 points de plus. Mais le RN est à 34. D'accord. Et 28 pour le Front Populaire. Il est à peu près à son score. Regardez, on va regarder ces derniers sondages, effectivement. D'accord. IFOP. On était à 14% aux élections européennes, on est à 22% aujourd'hui. Le RN était un peu au-dessus de 30%, c'est à peu près pareil. Le nouveau Front Populaire NUPES, si vous faisiez l'addition de leur liste aux élections européennes, ils étaient au-dessus de ça, donc ils sont en dessous. Donc nous sommes le bloc qui a la plus grande dynamique depuis le début de ces élections législatives et de cette campagne. Et je vais me battre pour que ça continue. Je suis bon, les Républicains, ils sont à 6%, ils sont tellement morts dans le film. Les Républicains, au lieu d'essayer de faire un jeu d'alliance avec Macron, ils préfèrent rester chambre à part. Mais les gars, c'est pour ça que je vous dis, les gars, que l'intérêt pour certains, c'est tellement financier. Ils veulent récupérer leur siège, ils veulent récupérer les indemnités, les 7 000 € par mois. Les gars, ça se voit tellement. Rien que l'exemple des Républicains qui refusent de faire une alliance avec Macron ou même avec Marine Le Pen, faire chambre à part, tu sens que c'est des mecs qui en ont rien à foutre des intérêts des Français, les mecs. Ils en ont rien à foutre. T'es obligé de faire un jeu d'alliance pour sauver les intérêts des Français avec ton idéologie, soit de droite, soit de gauche. Tu vois que t'es minoritaire dans les circonscriptions, tu vois que t'es minoritaire au niveau national, tu vois que t'es en dessous dans les sondages. Au lieu de faire une alliance, t'es dans ton coin. T'es dans ton coin, ma gueule. T'es dans ton coin. Si ça, c'est pas une belle preuve que tu veux avoir ton fric, ça, c'est une belle preuve, les mecs. Je suis désolé, c'est une dinguerie. Est-ce qu'ils ont plus de chances d'avoir une alliance? Alors, ça augmente tes chances. Mathématiquement, ça augmente tes chances. Parce qu'on le voit sur Twitter et on le voit dans les tractations. Quand t'as par exemple, je te dis n'importe quoi, t'as une affiche et il y a marqué, en soutien, enfin, Bardella me soutient. Bardella ou Mélenchon me soutient. Des fois, c'est partagé par les militants sur les réseaux sociaux. Ils adoubent le candidat, etc., etc. Ça te booste. Indirectement, ça augmente tes chances d'être député. Mais pour ceux qui veulent être dans leur coin tout seuls, c'est juste des fils de pute qui ne pensent qu'à l'oseille. Désolé de les insulter, hein. Mais ils ne pensent qu'à l'oseille. Ils ne pensent qu'à l'oseille, désolé. Et c'est ma vérité à moi. Et je vais me battre pour que les Français n'aient pas à choisir entre les extrêmes et qu'il y ait une autre offre attaché aux valeurs de la République, exemplaire sur les valeurs de la République, évidemment lucide sur les difficultés des Français et qui a entendu la défaite qu'on a eue aux élections européennes sur le fait qu'il faut à la fois faire plus sur un certain nombre de sujets, notamment en matière de pouvoir d'achat, de sécurité, et faire différemment dans notre pratique du pouvoir. Et je crois qu'on va réussir à convaincre les Français de ça. Comment vous expliquez que certains de vos candidats ne mettent pas le président de la République sur les tracts et sur les affiches alors? Par contre, on peut vous retrouver, vous alors. Mais c'est une élection législative, on le dit depuis tout à l'heure. C'est repoussoir le président de la République. En 2022, c'était aussi une élection législative et il y avait la photo d'Emmanuel Macron à côté des candidats. C'était très différent parce que c'était juste après l'élection présidentielle. En 2022, en 2017, en 2012, en 2007. Si tu penses qu'à l'oseille, tu fais une alliance comme Ciotti. Non, mais après, les mecs, tu ne penses pas... Enfin, moi, je le vois pas comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça, moi. Une personne qui fait une alliance, il croit profondément au projet de la masse. Là, on parle du RN ou on parle de la NFP. Éric Ciotti, il est convaincu d'être chez les vainqueurs. Il n'est pas en minorité, il est convaincu d'avoir un poste, d'avoir son fric, ok, pas de problème, mais il est convaincu que le projet du RN va redresser la France. C'est lui, c'est son choix. Mais quand tu vois les Républicains en minorité, les mathématiques sont implacables dans la politique française, rejoins le camp des vainqueurs. Soit la NFP, soit le Rassemblement National, ou utiliser
les 6% pour rejoindre le camp Macron, parce que quand même, le camp Macron, si tu mets les 22% avec les 6% des Républicains, ça met un bloc à 28%, les mecs, hein. Ça met un bloc à 28%. Donc à ce moment-là, tu fais une alliance, parce que faut croire au projet, genre. Désolé, les mecs. Moi, personnellement, je le vois comme ça, les mecs. Moi, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Peut-être que je me trompe dans mon analyse, mais je le vois comme ça. Voilà. Un député élu rapporte 37 000 € par an à son parti. Ouais, mais après, les gars, le parti des Républicains, bon. Valérie Pécresse, elle avait des dettes. Je crois qu'elle a réussi à rembourser ses dettes. Mais les mecs, je pense que le 30 juillet, les Républicains, ce sera peut-être la fin, les mecs. Ce sera peut-être la fin. Le parti fondé par Jacques Chirac, l'UMP, je sais pas quoi. Ensuite, c'est devenu... Enfin, Sarkozy, il était dedans. Ensuite, c'est devenu les Républicains. Et maintenant, les Républicains, c'est mort enterré. Je pense que le 30 juillet, ça marquera peut-être la mort des Républicains, les mecs. On sait pas, hein. RPR, pardon. RPR, UMP, LR. Voilà, merci, les gars. Merci. Tu rejettes tes principes idéologiques. Bah, en vrai... Je sais pas comment dire ça. Tu rejettes pas forcément tes projets idéologiques, tes principes, pardon. Tu rejoins un camp qui te correspond un minimum sur tes principes idéologiques. Par exemple, on le sait, et j'ai déjà pris l'exemple, les mecs, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, tous les séparent, tous les opposent, mais pas tout. Par exemple, sur la redistribution des richesses, ils peuvent se mettre d'accord sur certains points. Pareil chez les écologistes, pareil sur le PS. Mais ils ne sont pas d'accord sur plein d'autres choses. Ça les empêche pas de faire une alliance. Ils ont mis leurs principes idéologiques entre guillemets. Ils se sont mis d'accord sur quelques mesures. Ça a formé le catalogue, là, le livret Nouveau Front Populaire. Ils se sont mis d'accord et puis c'est tout. Les LR, ils auraient pu faire la même chose, les mecs. Hein. LR aurait pu faire la même chose avec soit le RN, soit le camp Macron. Bah oui. Tu peux avoir des intérêts... Non, tu peux avoir des idéologies différentes, mais des intérêts communs, c'est pas plus simple que ça, de là. Ouais, moi, je sais pas, les mecs. Moi, je pars du principe que quand t'es aux minorités et que tu veux sauver ton cul, tu penses à l'argent, c'est tout, c'est comme ça, les gars. C'est tout, c'est comme ça. Il y a beaucoup de... Moi, je ressens une forme de solitude. Une solitude où ils veulent vraiment sauver les pots cassés, sauver leur cul, avoir une petite place à l'Assemblée nationale pour récupérer et garder leur argent, c'est tout. Moi, je le vois comme ça, les mecs, excusez-moi. Hein. En 2002, c'était des élections législatives juste après les élections présidentielles. C'est des requins, parce qu'on est sur une élection législative en cours de mandat. Mais Nadia, et donc elle préfère mettre votre visage plutôt que celui du président de la République sur son tract. Ah, je suis mort, le avant-après, t'es mal, les mecs. Regardez le avant-après, ça me fait wesh. Ah, je suis mort. Vous êtes plus vendeur que le président? Parce que le choix de cette élection législative, ils l'ont sauté. Comme Premier ministre. Quoi qu'il arrive après ces élections législatives, le président de la République sera toujours président de la République jusqu'en 2027. Par contre, ce qui sera différent, c'est effectivement à Matignon, soit vous aurez Jordan Bardella, soit vous aurez Jean-Luc Mélenchon, soit vous m'aurez moi. Attendez, Gabriel Attal, c'est pas aussi qu'il y a un rejet du président de la République. On a vu des scènes, notamment au Perreux-sur-Marne quand vous faisiez campagne, avec quelqu'un qui vient en disant non, moi le président... Hein, eh ben on va regarder d'ailleurs les images et ensuite on en parle juste après. Le ferme ta gueule. Il n'y a plus de laïcité, ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement... Alors, ça c'était avant-hier sur l'île de Saint. Jurguesh. On va revenir plutôt lorsque vous avez croisé ce riverain du Perreux qui dit que le président ferait bien de garder le silence, mais il l'a dit autrement. Ah mais il y a eu un flop en fait, il y a eu un flop. Bonjour, je vous sers à l'avance, parce que vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Voilà, c'est tout. Vous avez compris? Ouais. Vous savez, là, c'est une élection. Là, c'est une élection législative. Comprenez, vote pour le Premier ministre. Voilà. Non, comprenez-moi, vous êtes bien, vous êtes très bien dans l'éducation nationale. Pour l'instant, ça va bien, mais alors, le président... C'est lui qui nous fait dans la merde, c'est tout. Allez, bon. Et bon courage. Sur vous pour le 30. C'est à vous que je dis bon courage, c'est pas... D'accord, mais c'est une élection législative. Ben oui, mais... Voilà, ok, allez, merci beaucoup. Monsieur. Franchement, vous le contredisez pas. Hein. Vous le défendez assez moyennement, le président de la République. Là. Le monsieur en question, il vote pour notre candidat. Hein. Oui. Et vous voyez bien le rejet qu'il y a du président de la République. Il vote pour le candidat, mais il y a un gros sur la patate. Et il serait bien passé d'une dissolution. Il y a beaucoup de Français qui
ont été surpris par cette dissolution, stupéfaits et même pour certains en colère. Parce qu'ils n'avaient pas envie de se retrouver dans une nouvelle élection législative. Maintenant, passer ça, ce que je vois, c'est qu'il y a... Je ne vais pas revenir. Moi, je suis un pragmatique, je vais de l'avant. Je ne regarde pas dans le rétroviseur, on est à la moitié de la campagne. Merci Stompo pour le sub, merci les frères. Les questions de pourquoi la dissolution, comment ça s'est fait, etc. Mais voilà. Votez pour le Premier ministre. En vrai, les mecs, on vote pour le Premier ministre. Hein. Il a raison, Gabriel Attal. Hein. On est littéralement dans ça. Hein. On vote pour le Premier ministre. Parce que la France est disloquée en 3 blocs. 2 blocs plus 1 carré, plus 1 cube. Donc ouais, on vote pour ça. Hein. Si je me déplace, c'est pour aller convaincre. Voilà. Et ce que je vois, c'est que de plus en plus de Français se disent « on ne veut pas des extrêmes au pouvoir parce que ça serait une catastrophe pour le pays. On ne veut pas avoir à choisir entre les extrêmes. Il y a une autre voie, c'est nos candidats Ensemble pour la République. On le voit sur le terrain, on le voit dans les sondages, on est le bloc le plus dynamique. » Est-ce qu'il y a une part de rejet du président de la République dans ce que les Français expriment? Attendez, Benjamin Duhamel... Édouard Philippe l'a dit. Édouard Philippe, que je sache, c'est pas un opposant politique. Il a dit oui, il y a une partie de rejet dans ce qu'expriment les Français. Il y a des Français qui sont en colère, il y a des Français qui doutent, il y a des Français qui sont inquiets. Là, ils sont surtout en colère. Il y a des Français qui souffrent, il y a des Français en colère, évidemment. Et ils le sont aussi contre moi, ils le sont aussi contre le gouvernement, parfois contre leurs élus locaux. Voilà, c'est l'enjeu pour moi, c'est un peu ça, une forme de banalité, évidemment qu'on le sait. L'enjeu, c'est pas de se dire ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on y répond. Comment est-ce qu'on agit efficacement pour répondre à leurs problèmes et répondre à leur colère? Et moi, c'est ce que je m'attache à faire depuis un peu plus de 5 mois que je suis à Matignon, dans un contexte qui est difficile, avec jusqu'alors une majorité relative, mais en cherchant à identifier ces problèmes et à y apporter des réponses claires, concrètes et rapides. De la même manière que je l'ai fait quand j'étais... Il a peur, les mecs qui se chient dessus, mais... Il va pas le montrer, les mecs. Évidemment que Gabriel Attal, il va pas le montrer. Il y croit encore. Et j'ai vu encore les tweets de Rachida Dati, donc ministre de la Culture. Ils y croient encore. Ils n'ont pas quitté le navire. Ils vont y croire jusqu'au bout. Ils veulent sauver les fesses. Ils croient encore au projet Macron. Mais ils sont délus, les mecs. Hein. Mais le problème, c'est que... En fait... J'ai peur, et ça, je l'ai déjà dit en stream. J'ai peur que les Français prennent en pitié Macron et vont se dire, putain... Finalement, j'ai peut-être voté pour eux parce que, vas-y, ils me font de la peine. J'aime pas l'extrême droite, j'aime pas Mélenchon, j'aime pas Bardella, c'est un guignol. Moi, j'ai peur de ça, les mecs. J'ai peur qu'ils nous prennent en pitié. Donc, non. Non, jamais, les mecs. Jamais, jamais, jamais. Ni Macron, ni Marine. On est ni amnésique, ni raciste. Ah, je vous l'ai dit pour les 2000... Les gars, je vous ai dit pour 2022, je vous ai dit en 2022, les gars, ne soyez ni racistes, ni amnésiques. Malheureusement, la France a été amnésique. Ils ont élu à nouveau Macron. Vous êtes des putains d'amnésiques. Regardez, on en est où aujourd'hui? Regardez, on en est où aujourd'hui? S'il y a encore de l'amnésie le 30 juin, je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Au ministère de l'Éducation nationale. Putain! On disait pendant des années, c'est pas possible de faire respecter la laïcité, d'interdire la baya. J'ai pris la décision, je l'ai fait appliquer. On a dit pendant des années, c'est pas possible de prendre des mesures qui sont pourtant des mesures de bon sens pour élever le niveau des élèves. Je les ai prises, retour du redoublement, mise en place des groupes de niveau, j'assume de les prendre. On disait pendant des années, on n'arrivera pas à régler le problème du harcèlement scolaire et vraiment à faire en sorte que l'institution s'en empare. J'ai mené cette bataille, on a changé les règles et il y a un changement culturel inédit dans l'institution de l'Éducation nationale. Il n'y a pas de fatalité. On peut agir quand on identifie les problèmes et quand on prend les bonnes décisions et qu'on les applique. Et c'est ce que je veux évidemment faire pour le pays et les Français. Mais justement, on va se projeter dans des petits scénarios fiction au 8 juillet au matin. Et on a imaginé des unes de presse en fonction du résultat. Vous voyez, voilà les unes de presse. Le coup de génie. Contre toute attente, le président obtient la majorité absolue à l'Assemblée. Le coup de génie avec Macron en clin d'œil. Non et non. Tsunami RN à l'Assemblée nationale, la gauche entre en résistance. Ok? Le Figaro, la France choisit la faillite. Non mais nique ta mère, c'est quoi ça? Non mais les gars, comme par hasard, hein. Comme par hasard, sur nous, le titre il pue sa mère. Non, vas-y, c'est une dinguerie, wesh. Comme par hasard, c'est nous. Non, c'est trop. On se fout de notre gueule, hein. On se fout de notre gueule, c'est trop la honte. Presse, il y a le Parisien. On a imaginé le coup de génie si vous l'emportez et que vous êtes à Matignon. Libération qui part à la renverse avec ce non, si c'est Jordan Bardella qui arrive à l'hôtel de Matignon. Et puis pour le Figaro, la France dans la faillite, si c'est le nouveau Front Populaire qui l'emporte, avec potentiellement, peut-être. C'est les 3 scénarios. Jean-Luc Mélenchon à l'hôtel de Matignon. Lequel vous redoutez le plus? Non mais, moi, ce que je veux, c'est que
on évite la catastrophe. Il répondra pas. Quelle est votre une préférée? Je vais pas choisir une. Bah si, moi, je choisis une France. Oh là là, vas-y, Gabriel Attal, on déteste les mecs comme toi, ouais. Moi, je choisis une France qui reste attachée à la devise républicaine. Si vous gagnez, ce sera vraiment un coup de génie. Qui ne se vautre ni dans le communautarisme, ni dans la stigmatisation d'une partie des Français. Moi, je veux une France qui ne se retrouve pas à revenir dans le chômage de masse parce qu'on aura des dépenses publiques qui explosent, des impôts qui explosent. Et c'est malheureusement ce qui se passerait avec extrême droite comme extrême gauche. C'est pas moi qui le dis, c'est les chefs d'entreprise eux-mêmes. Si vous l'emportez, ce sera un coup de génie de la part du président de la République? Non, enfin, si on l'emporte, si les candidats que je présente dans cette élection l'emportent, ça sera, je le dis très sincèrement, une bonne nouvelle pour le pays. Si on enlève la une du Parisien... Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, la situation de la bourse, les taux d'intérêt. Tout ça parce que ils redoutent que les extrêmes, extrême droite ou extrême gauche, fassent gagner. Si on enlève la une du Parisien, c'est-à-dire le scénario favorable, votre victoire, pour vous, voilà, quelle est la une qui vous fait Mais je vais pas choisir qui vous terrifie Quel est le plus scénario catastrophe? Je vais pas choisir des unes de journaux. Par ailleurs, on n'est pas dans un régime où c'est le Premier ministre qui choisit des unes de journaux. Je sais pas comment ça se passe. C'est pas des vrais, c'est un photomontage réalisé par BFM TV. Voilà, moi ce que je vous dis, c'est que je me bats pour éviter qu'on se retrouve avec des millions d'emplois supprimés et des Français au chômage parce que les extrêmes arrivent au pouvoir. Dominique de Villepin rejette ce que vous dites, c'est-à-dire que Dominique de Villepin, il dit on ne peut pas mettre sur le même plan l'extrême droite et l'extrême gauche. Il faut avant tout faire barrage au Rassemblement national. Avec Macron, mais ça sert à quoi de dire ça, les mecs? Avec Macron, les marchés financiers se portaient bien. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des marchés financiers? On est là, il y a des gens qui crèvent la dalle en France. Il y a beaucoup plus de pauvres qui traînent dans les marchés, dans les restos du cœur. Le pouvoir d'achat, il est fortement en baisse. Je crois que nous, on en a quelque chose à foutre des marchés financiers. Il le répète 2 fois son message de con. Et alors, ça change quoi, les marchés financiers? Et on s'en bat les couilles des marchés financiers, là. La France fonce dans le mur. Il y a l'Union Européenne qui vient de nous dire qu'on a une notice parce qu'on a trop dépensé notre argent et tu nous parles des marchés financiers de cons, là? On en a rien à foutre des marchés financiers, gros. On a rien à foutre de la bourse. C'est un ouf. C'est un ouf. C'est ce qu'a dit Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre. Et moi, d'abord, je me bats pour un projet. Pour les valeurs de la République, pour notre économie, pour la transition écologique. La bourse se portera très bien quand il y aura Mélenchon, les gars, vous allez voir. Moi, je vous spoil un truc. La bourse marchera très très bien. Pas de panique, les gars. La bourse va être en augmentation. Les gens vont venir investir chez nous. T'inquiète pas, arrête, t'inquiète pas. Logique. Pour l'autorité, calmez-vous les droitards. Dans le combat, c'est-à-dire que lui dit le combat prioritaire, c'est que Jordan Bardella arrive à Matignon. Le combat prioritaire, c'est de faire gagner les candidats ensemble pour la République parce qu'ils ont le meilleur projet pour le pays. Voilà, j'essaye de pas toujours être en contre, mais aussi d'être en pour. Une toute dernière question, j'aimerais qu'on regarde les images. Il y a une coutume quand on est Premier ministre à Matignon, au bout d'un certain temps, c'est de planter un arbre dans le jardin. On va peut-être voir les images de certains de vos prédécesseurs, Elisabeth Borne, Jean Castex, Édouard Philippe, voilà, chacun un arbre différent. Dans le jardin de Matignon. Dans le jardin de Matignon. Vous, si jamais vous deviez planter cet arbre, ce serait au lendemain du second tour des élections législatives. Vous espérez avoir le temps d'en planter un ou pas? Franchement, je vous avoue que, très sincèrement, c'est un peu le cadet de mes soucis en ce moment. Voilà. Si j'en étais à me préoccuper de savoir si je vais planter un arbre ou pas. Et donc rester comme un des premiers ministres éphémères de la 5e République. C'est qu'on aurait réglé beaucoup de problèmes, Benjamin Duhamel. Ce que je veux, c'est que ces élections ne conduisent pas à mettre un coup de pelle sur les Français et creuser la tombe du pays. Voilà, c'est ça l'enjeu de rester comme un des premiers ministres les plus éphémères de la 5e République, ça vous importe pas? Ce qui m'importe, c'est de faire, pas de durer à tout prix. Et de durer pour durer. Et vous avez choisi votre arbre Vous avez choisi votre arbre? Non, ce qui m'importe, c'est de servir et c'est de faire. Oh, le sourire des journalistes, c'est vraiment des bâtards. Hein. Non, regardez, non les gars, je vais devoir. Regardez bien le sourire de Truchot. Hein. Regardez son sourire, c'est guignol. Et que ça vous importe pas? Ce qui m'importe, c'est de faire, pas de durer à tout prix. Et de durer pour durer. Et vous avez choisi votre arbre Vous avez choisi votre arbre? Non, ce qui m'importe, c'est de servir. Il a cru la dette ça, ce bâtard. Et c'est de faire. Et vous savez, je vais vous dire, les enjeux de cette élection sont tellement importants pour les Français, pour leur vie concrète, pour leurs emplois, pour leur pouvoir d'achat, pour l'avenir du pays, que ma personne, elle passe après tout ça. Merci, monsieur le Premier ministre, d'avoir été avec nous dans BFM Story. Bonsoir Yves Calvi. Merci à vous, Alain et Olivier, et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM.